thinking. Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can see your body. Bonjour à tous, bienvenue dans le MOOC numéro 5 du CIFEPCA. Je m'appelle Antoine Verne, je suis membre du comité scientifique du CIFEPCA 2018 et pour le mois d'octobre, je suis accompagné de Victor Malafosse pour discuter de la communication avec le patient. Est-ce que tu peux te présenter? Voilà, donc je suis Victor Malafosse, je suis kiné libéral sur Sénac en région bordelaise, dans une future maison de santé avec médecins, diète, kiné. On est en train de développer un projet prévention. Dans ce cadre-là, je me suis formé à la communication avec le patient, avec notamment l'ETP, mais aussi et surtout l'entretien motivationnel. Donc, dans cette vidéo, on va d'abord aborder rapidement les bases de la communication dans un échange avec un patient. Ensuite, donc Victor nous parlera d'un des outils pratiques qui est novateur, c'est l'entretien motivationnel. Et puis après, on discutera de la finalité de s'intéresser à l'échange qu'on peut avoir avec un patient. Donc la communication, ça c'est un schéma qui est très théorique, mais qui permet d'expliquer que quand on parle à quelqu'un, on est la source, on veut passer un message, et on le code pour qu'il arrive jusqu'au destinataire, et on le code grâce à des outils, des canaux, et c'est important d'utiliser les mêmes canaux que notre destinataire, et du coup d'utiliser le même langage, le même lexique, pour expliquer quelque chose qui peut être parfois très scientifique. Il y a des chercheurs qui se sont intéressés aussi à la partie non verbale de la communication et qui ont montré que cette sphère non verbale d'un échange avec quelqu'un, ça peut être important, ça peut être parfois plus que 50% dans un échange. Donc ça s'adresse à une certaine population, et cette partie non verbale, ça comprend tout ce qui est la gestuelle, le regard, le sourire, l'attitude qu'on peut avoir, et ça permet d'optimiser ou pas l'effet placebo aussi qu'on a dans toutes nos pratiques, l'effet contextuel quand un patient vient nous voir. Donc la communication, l'échange qu'on peut avoir, que ça soit verbal ou non verbal, c'est un sujet qui est important pour illustrer notre pratique au quotidien. Donc un des outils pratiques de la communication dans un échange, c'est l'entretien motivationnel. Victor, tu t'es formé à l'entretien motivationnel, tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait, donc l'entretien motivationnel, c'est vraiment en fait une conversation autour du changement. C'est-à-dire qu'elle a une finalité de renforcer la motivation du patient et avec un objectif de changement périn dans le temps. L'entretien motivationnel n'est pas là pour diriger ni pour suivre, on est vraiment là pour guider le patient, à la fois en l'aiguillant, en le soutenant ou en renforçant certaines idées ou notions. L'entretien motivationnel fait appel à une notion d'ambivalence. L'ambivalence, c'est vraiment l'état psychologique où on a deux choix et pour une même situation, et on est dans l'hésitation finalement. L'ambivalence est normale, on a tous des ambivalences au quotidien, qu'elles soient minimes ou importantes, et elle est très intéressante dans le cadre de l'entretien motivationnel, parce que ce qu'on peut appeler des fois un manque de motivation peut simplement être ce qu'on appelle une ambivalence non résolue. Dire je suis pas motivé, c'est en fait ne pas encore avoir choisi le choix A, le choix B ou un autre choix. C'est pour ça que faut bien garder cet esprit d'ambivalence. Il y a aussi tout un esprit de l'entretien motivationnel. Donc il y a quatre grands aspects. Il y a le principe de non-jugement qu'on retrouve également en éducation thérapeutique du patient, avec vraiment cet esprit d'empathie où va falloir non pas se mettre à la place du patient, mais essayer de le comprendre. D'accord, on va pas être dans la sympathie, mais vraiment dans la compréhension. On va essayer de garder l'autonomisation du patient, d'accepter son autonomie et de le valoriser. C'est aussi un des valeurs de l'esprit, ça va être le partenariat. On va co-construire forcément le dialogue avec le patient. On n'est pas là, c'est pas unidirectionnel, tout comme une rééducation. On va pas, on co-construit une rééducation. La communication, c'est pareil. Il y a ce côté aussi altruisme où va falloir
toujours avoir une priorité aux besoins du patient, c'est-à-dire que on va pas lui dire qu'on a crevé ce matin ou que notre copine nous a quitté la veille. On est vraiment, quand on est avec le patient, là pour lui. Euh, et enfin, l'évocation, c'est vraiment faire émerger les connaissances du patient et non pas lui donner directement toutes les informations d'un coup sans qu'il les demande. Ça va vraiment essayer de faire sortir les informations, les connaissances du patient. D'accord. Donc, l'entretien motivationnel, c'est un outil qui historiquement a été créé pour traiter des addictions Bien au sûr. tabac ou à l'alcool. Et on se rend compte que dans notre pratique clinique en tant que kinésithérapeute, on peut aussi être amené à se retrouver sur des situations où le patient est dans ce phénomène d'ambivalence. Si on reprend un exemple concret, le cas d'un tennisman, euh, un tennisman qui viendrait au cabinet et qui vient pour une épicondylite, une inflammation, donc, le traitement avance, et le tennisman, il me répète chaque fois qu'il va à son entraînement de tennis, qu'il peut pas s'en passer. Moi, de mon côté thérapeute, avec toute la bienveillance que je peux avoir, j'aurais envie vraiment de lui dire que c'est pas bien. Comment Bien je peux sûr. aborder ça avec Donc le justement, sportif? ce que tu viens de me dire, c'est ce qu'on appelle le réflexe correcteur. C'est vraiment, c'est normal en tant que thérapeute, on a tous cette envie de directement corriger, réparer ce qui va pas chez le patient, lui dire bah il faut que tu arrêtes provisoirement le tennis. Voilà, on va essayer de corriger directement le patient et c'est pas forcément une bonne chose. On a pu prouver que le réflexe correcteur, quand on a une ambivalence, ben va faire émerger ce qu'on appelle une dissonance. C'est simplement une résistance. Et du coup, le patient, il va avoir un blocage après et c'est pas très constructif en fait d'avoir ce réflexe correcteur. Donc, il va falloir essayer de s'entraîner justement pas pour pas avoir ce réflexe, d'essayer de l'effacer un petit peu, de se retenir. C'est pas facile au début, mais ça s'apprend. Euh, voilà. D'accord. Et du coup, si on reprend le cas du tennisman, est-ce que pour aborder un sujet comme l'arrêt du sport momentané, on sait que c'est momentané, est-ce que tu as des outils dans l'entretien motivationnel qui peuvent nous Alors, aider à aborder ça? évidemment, dans l'entretien motivationnel, il y a plusieurs outils. Ils sont au nombre de 5. Il y a ce qu'on appelle les questions ouvertes. Ça va être les questions qui induisent une réponse longue et pas forcément, donc à l'inverse d'une question fermée qui va être oui, non ou un chiffre. Là, une question ouverte, hein, c'est souvent des pourquoi, comment, qui va induire une réponse voilà, un petit peu plus détaillée. Une écoute réflexive, ça va être faire simplement des reflets, c'est-à-dire écouter la personne et répéter une partie ou une phrase de ce qu'a dit la personne pour la diriger vers ce point-là. Euh, la valorisation, ça va être simplement de trouver ce qui a valorisé dans ce qu'a dit la personne pour l'encourager. Le résumé est là pour, comme il le dit, résumer ce qu'a dit le patient et qu'il puisse écouter ce qu'il vient de dire et du coup l'intégrer. Parce que souvent les gens parlent mais ils n'ont pas conscience de ce qu'ils disent. Et alors qu'ils ont la solution en parlant. Et enfin, le dernier outil qui est le D2PD, qui est demander, demander, partager, demander, qui est là vraiment pour demander d'abord ce que c'est le patient, donc faire émerger ses connaissances. Une fois qu'il a fait émerger les connaissances, bonnes ou mauvaises, hein, on peut lui demander s'il veut qu'on lui donne les nôtres. Ensuite, on partage nos connaissances et enfin, on lui redemande en quoi ce qu'on lui a donné peut être utile dans sa démarche. D'accord. Donc, dans le cas de notre tennisman, comment ça Donc, s'organiserait? dans le cas d'un tennisman, une question ouverte, ça va être au lieu de dire alors vous avez arrêté le tennis, plutôt bah alors vous en êtes dans votre pratique du tennis. Lui, il va dire voilà, il va pouvoir un petit peu argumenter, dire oui, j'ai pas arrêté, mais c'est vrai que j'ai mal. Enfin voilà, prendre conscience un petit peu de où il en est. L'écoute réflexive, voilà, oui donc vous avez mal. Oui, j'ai mal encore au coude, surtout au début quand je joue au tennis là, je le sens, j'arrive à bien le sentir, surtout au début. Donc valorisation, ah bah c'est bien, vous arrivez à sentir dans votre corps un petit peu où vous avez mal, comment vous avez mal, c'est quelque chose de positif. Oui, oui, c'est vrai qu'en général, je suis plutôt à l'écoute de mon corps, j'essaye de faire attention. Donc ça, je résume bien ce que vous venez de me dire, c'est que vous faites attention à votre corps, vous prenez soin de vous,
Mais d'un autre côté, vous avez aussi conscience que le tennis vous fait mal à votre coude. Ah oui, c'est vrai que dit comme ça paraît un peu évident, mais j'ai besoin du tennis et j'ai pas envie de tout arrêter. Je suis quelqu'un de très dynamique, hein. On peut faire du coup un D2PD. Bah, qu'est-ce que vous savez pour la rééducation de la tendinite? Donc le premier Qu'est-ce, demandé, là. voilà, demandez qu'est-ce que vous savez sur les thérapies. Euh, ah ben, il faut tout bloquer. Apparemment, c'est que du repos pur, hein. Moi, j'ai pas envie d'avoir le bras bloqué pendant 2 semaines. Souvent des fausses croyances sur l'arrêt du sport, ouais, puis l'arrêt des activités. Ouais. Exactement. Donc là, on va dire, bah, écoutez, est-ce que je peux me permettre de vous donner un petit peu où on en est scientifiquement dans la rééducation des tendinopathies? Oui, oui, dites-moi. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il faut pas du tout bloquer strictement l'articulation. Il faut continuer à la bouger, certes en réduisant les activités intensives. Et on va du coup, du fil en aiguille, expliquer tout ce qu'on a à lui dire. Donc, tu lui demandes si tu peux partager les notions, et après tu partages les notions. C'est ça. Et puis, et à la fin, surtout, ce qui est important, c'est de redemander, du coup, en quoi ce que je viens de vous demander, ce que je viens de vous partager, en quoi ça peut être utile pour vous. Il va nous dire, ah bah oui, c'est vrai que moi, j'avais pas cette conscience, je pensais pas qu'il fallait que je puisse bouger encore, hein. Je pensais qu'il fallait tout bloquer, donc je vais peut-être pouvoir le mettre en place, hein, voilà. D'accord, ok. Donc ça, c'est des outils très pratiques à mettre en place au quotidien, et ça s'inscrit dans une démarche, dans une démarche qui est l'autonomie du patient. On en parle beaucoup en ce moment, c'est novateur, c'est vraiment d'encourager l'autonomie. On en parle d'empowerment du patient, et c'est un peu comme un patient qui vient chez soi. C'est pas comme une voiture qu'on emmène chez le garagiste, on Bien change une sûr. pièce et il repart. Bien sûr. Ça, On est vraiment là pour rendre acteur le patient, c'est-à-dire qu'on veut replacer le patient au centre du parcours de soins et non pas qu'il soit passif. Il a été trop longtemps passif dans ce système de soins. Des fois, il savait même pas la pathologie qu'il avait. Il était juste, voilà, on rééduque, on lui fait ce qu'on a à faire, puis ciao. Là, on va vraiment lui expliquer comment, pourquoi, lui donner les clés. Donc, s'il vient chez le garagiste, on va lui montrer comment entretenir sa voiture ouais. pour pas qu'il revienne tous les mois chez le garagiste. Ok, d'accord, merci. Et par rapport à l'entretien motivationnel, tu t'es formé avec l'AFDEM? Voilà, je me suis formé à l'AFDEM, c'est un des organismes de formation. Voilà, pour aller plus loin, il y a pas mal de sources sur leur site avec pas mal de biblios. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse, puis à vous former si l'envie vous prend. Euh, voilà, Et puis c'est dans le cadre de la communication et de l'échange, il y a aussi la notion d'éducation thérapeutique du patient. Il y a des DU qui sont bien proposés sûr, pour suivre un petit peu cette formation-là. bien sûr. Ok, bah, je te remercie beaucoup Mais avec d'être plaisir. venu nous parler de ça. Bonjour, je me présente, Myriam Delerigny. Je suis physiothérapeute au Québec et formatrice en entretien motivationnel, membre de l'AFDEM et du MINT. Je propose qu'on regarde ensemble la place que peut avoir l'entretien motivationnel dans notre pratique comme physiothérapeute ou kinésithérapeute. En fait, la plupart de nos interventions auprès de nos patients amènent des changements au niveau de leurs habitudes de vie. Prenons un exemple concret, un patient qui a de la douleur. Pour gérer cette douleur-là, le patient doit nécessairement effectuer des changements dans son quotidien. Ça peut être d'appliquer de la glace, de la chaleur, de faire des exercices, de modifier certaines de ses postures au travail, au repos, d'utiliser une aide à la marche, etc. Quelque part, on lui demande de modifier certains comportements. Effectuer un changement, c'est pas toujours facile. Ça peut s'échelonner dans le temps et on peut traverser une étape normale d'ambivalence. Le patient peut donc être ambivalent face au changement. Il peut voir des avantages, mais aussi des inconvénients. Et nous, en fonction de la façon dont on va interagir avec lui, on peut se retrouver à augmenter ou diminuer sa motivation à changer. Plus on va verbaliser les avantages du changement, plus le patient ambivalent va avoir tendance naturellement à défendre les avantages du statu quo. Imaginons un patient qui n'est pas très engagé dans son programme d'exercice. On lui dit, vous savez, en faisant vos exercices, vous contribuez à diminuer votre douleur. Il y a des chances que le patient nous dise,
Ouais, mais c'est long de faire mes exercices, je manque de temps. Le patient peut alors sembler résister, mais en fait, il n'exprime que l'autre versant de son ambivalence. Alors, comment ça se vit l'entretien motivationnel avec nos patients? Comment ça se déroule? Dans la dernière édition de leur livre, les auteurs, Miller et Roenick, présentent 4 processus qui décrivent comment ça se passe un entretien motivationnel, sa structure, son squelette. L'engagement dans la relation, la focalisation, l'évocation et la planification. Ces 4 processus sont des repères pour nous. Ils nous guident dans le déroulement de notre intervention auprès d'un patient qui est ambivalent à entreprendre un changement. Ces 4 processus se succèdent, mais peuvent aussi se chevaucher. Le premier processus consiste à établir le contact avec le patient, à démontrer de l'intérêt pour ce qu'il vit, à créer une alliance thérapeutique. Évidemment, l'engagement dans la relation, ce n'est pas spécifique à l'entretien motivationnel, mais c'est un prérequis avant de penser à guider un patient vers un changement de comportement. Un des savoir-faire qu'on peut utiliser, c'est l'écoute réflexive, le E de l'acronyme OUVERT, qui nous permet de démontrer notre empathie au patient. Par exemple, un patient qui arrive à sa séance en disant « J'ai eu mal tout le week-end, je n'ai rien pu faire ». On pourrait lui dire quelque chose comme « Vous êtes déçu de ne pas avoir pu profiter de votre week-end comme vous l'auriez souhaité. Vous avez hâte de retrouver vos fonctions. » En faisant un reflet, le patient risque de se sentir écouté, compris, accueilli. Le deuxième processus implique qu'on va s'entendre avec le patient sur un ordre du jour, sur le plan de la séance de la journée. À un moment, on fera le choix avec le patient de mettre le focus sur un changement en particulier. Ce processus par lequel on négocie l'agenda de la rencontre avec le patient reflète bien un des éléments de l'esprit de l'entretien motivationnel, le partenariat. C'est un peu la rencontre des expertises. Comme thérapeute, on sait ce qui est pertinent comme intervention et on considère aussi l'expertise du patient. On reconnaît que le patient est bien placé pour savoir ce qui est le plus utile pour lui en ce moment en fonction de ce qu'il vit. Comme on l'a dit plus tôt, un patient qui doit apprendre à gérer sa douleur peut avoir différents changements intégrés dans son quotidien. On pourrait donc lui demander « Sur quoi aimeriez-vous mettre l'emphase aujourd'hui pour vous aider dans la gestion de votre douleur? » Le troisième processus, c'est le cœur de l'entretien motivationnel. On va chercher à faire émerger les motivations intrinsèques du patient. Qu'est-ce qui fait que quelque part, c'est important pour lui d'effectuer ce changement-là? On l'a vu précédemment, on ne veut pas que ce soit le thérapeute qui verbalise les arguments pour le changement, puisque ça va amener le patient ambivalent à défendre l'autre pôle de son ambivalence, c'est-à-dire les arguments pour le statu quo. On veut plutôt que ce soit le patient qui exprime les arguments pour le changement, ses désirs, ses raisons, ses besoins de changer. On s'emploie donc à ce que ce soit le patient qui évoque du discours changement. Les questions ouvertes sont un des savoir-faire intéressants qu'on peut utiliser pour susciter ce type de discours de la part du patient. Par exemple, on va privilégier une question comme « Qu'est-ce que vous gagneriez à faire vos exercices ?» plutôt que « Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas fait vos exercices ?» Des études psycholinguistiques ont démontré que l'intensité du discours changement prédit le changement de comportement. De là notre rôle de porter une attention particulière au discours changement. Tout comme les questions ouvertes, les autres savoir-faire, comme les reflets, les résumés, vont aussi avoir ce même objectif d'encourager et de renforcer le discours changement du patient. Alors, quand ce sera suffisamment important pour le patient et quand il se sentira suffisamment confiant dans ses capacités d'effectuer ce changement-là, le patient va être prêt à s'engager. À nous d'être attentifs à ses forces et de faire en sorte qu'il les voit, lui aussi, en les mettant en valeur. Comment savoir si le patient est prêt à entreprendre le changement et à le planifier? On peut le tester en demandant, par exemple, « Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez faire? » Ou encore, « Comment vous pourriez vous y prendre? Comment pensez-vous intégrer vos exercices dans votre quotidien? » Si le patient répond « Je sais pas », c'est un indice qu'il n'est pas rendu là et qu'on doit poursuivre le processus d'évocation, explorer davantage ses motivations et renforcer davantage ses capacités à effectuer le changement. À l'inverse, si le patient commence à nous partager son plan, on l'accompagnera dans l'élaboration de ce plan-là, toujours dans le même esprit de partenariat,
non-jugement et altruisme, et en utilisant les savoir-faire essentiels, ouverts et DPD. Contrairement aux 3 processus précédents, la planification n'est pas un processus essentiel pour que l'on parle d'entretien motivationnel. Il arrive souvent que le patient ne ressente pas le besoin d'avoir de l'aide une fois que sa décision est prise. Il sait comment s'y prendre pour effectuer le changement.